Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait... Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Nous sommes en 2008, c'est un constat, mais c'est aussi une occasion de vous saluer chaleureusement. Des mots de minuit avec ce soir Hicham Benoud. Vous êtes artiste contemporain et la première question immédiatement comme ça quand je vous regarde, c'est pourquoi êtes-vous chauve? J'ai une calvitie, hein. Voilà, comme beaucoup de gens. Ben maintenant, je me rase le crâne pour pouvoir m'affirmer, pour pouvoir affirmer ma personnalité dans une société où les apparences sont un peu conventionnelles. Donc c'était une façon pour moi de provoquer un petit peu mon entourage. Et voilà. Si je me suis permis cette première question d'entrée de jeu, c'est parce que je sais que l'objet qui prolonge votre identité, vous l'avez dans la poche et c'est un, si vous voulez bien le montrer, cet objet que vous avez apporté avec vous, c'est un, posez-le, c'est un rasoir. Donc, est-ce que ça veut dire que tout votre travail est un travail de contestation ou de remise en question de la société dans laquelle vous vivez et des contraintes qu'elle vous impose? Tout à fait. Depuis que j'étais enfant, j'ai senti un poids, d'abord le poids de la famille. Hein. Il y avait beaucoup de règles qu'il fallait respecter. Hein. Je viens d'une famille un petit peu bourgeoise, on va dire, où les règles étaient trop strictes. Donc, il n'y avait pas de marge, il n'y avait pas beaucoup de liberté pour moi. Tout a été tracé. Et du coup, j'ai toujours manifesté mon mécontentement, puisque j'ai toujours cassé tout ce qui traînait, tout ce qui me tombait sous la main, je le cassais. C'était la première... Vous êtes un brise-fer, comme on dit. Voilà, oui, tout à fait. Est-il exact que jamais vous n'avez pu regarder votre père dans les yeux? C'est difficile, hein, enfin, je le regarde, mais je prends... mais pas avec cette intensité-là, pas avec... Enfin, mon père représente pour moi quand même le pouvoir, parce que c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui m'a donné un peu de fessée, qui m'a élevé. Donc je ne peux pas le regarder comme ça dans les yeux, c'est pas possible. Il est là, je le regarde, je discute avec lui. On a, on va dire maintenant, avec le recul, de bons rapports, mais de là à confronter ça, c'est pas... Vous êtes né en 1968. Vous êtes né à Marrakech, aujourd'hui vous faites des allers-retours entre la France, le Maroc, le Sénégal, l'année prochaine au Brésil comme artiste. Ce que vous venez de dire par rapport à votre famille, donc à la soumission à une autorité, est-ce que c'est ce que vous avez reproduit dans votre premier travail? La salle de classe, c'est cette série de photos qui vous a fait connaître et où vous avez demandé, alors que vous êtes enseignant et que vous enseignez les arts plastiques, hein, ou le dessin, que vous demandez à vos élèves de poser ou de se mettre dans des situations incongrues, sans autre objet dans l'environnement que ce qui se trouve dans une classe. Est-ce que ces élèves qui continuent à travailler de manière incongrue, je le disais une seconde, vous sont soumis? Tout à fait. C'est-à-dire que, vous savez, un prof au Maroc, il a beaucoup plus de pouvoir qu'un prof, par exemple, ici. Avant de développer ça, j'ai juste raconté une petite anecdote. Une fois, j'ai été invité par la Villette à Paris à présenter mon travail à des élèves. Enfin, c'était dans un lycée. J'arrive avec le professeur d'art plastique et un animateur. On arrive en classe, les élèves étaient là, on arrive en classe, on est
il ne s'est rien passé, comme si on n'était pas là. Alors que c'était la première claque que j'ai prise. Je me suis dit, mais attendez, je suis là, on est 3 adultes, on est des profs. J'existe. Oui, j'existe. Alors qu'au Maroc, quand un prof rentre dans une salle de classe, bon, tout le monde se lève et tout le monde dit bonjour. Il incarne quand même beaucoup de pouvoir. Hein. Quand on voit ces photos, on peut avoir l'impression, alors j'imagine que si c'était en France, ou peut-être à la Villette, on imagine des gamins fous furieux dans un délire de création ou d'installation. Or, quand on voit vos photos, il y a cette pesanteur donnée par des élèves qui continuent à travailler comme si de rien n'était. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à ce que vous faites ? Et ils ne s'intéressent pas à ce que je fais parce qu'ils ne comprennent pas ce que je fais. Il faut dire que... Mais vous n'avez pas envie de leur expliquer ce que vous faites ? Non, je n'ai pas envie de leur expliquer parce que de toute façon, ils ne pourront pas comprendre. Parce que déjà proposer quelque chose de différent dans une société où tout est clair, tout est précis, tout est déjà tracé, eh bien, proposer quelque chose de nouveau, ça n'intéresse pas. Je voulais juste dire que un prof dans une salle de classe au Maroc, quand il demande à des élèves de faire quelque chose, ils le font. Que ce soit dans le cadre du cours, que ce soit dans un autre cadre. Je me souviens quand on était petit, le prof de temps en temps, il envoyait quelqu'un pour lui acheter des cigarettes. Voilà. Donc on le faisait en courant. On était très, très contents de sortir pour faire cette course. Référence biographique, 68, Marrakech, le Maroc, et pourtant... on peut avoir l'impression dans votre travail qu'on est en train d'explorer que vous refusez votre culture d'origine, que vous n'avez pas de terre. Oui, ben c'est une culture qui est très très belle, et très très riche, sauf qu'elle est un peu trop étouffante, à mon sens. Voilà, donc c'est vrai qu'en voyageant, en découvrant d'autres pays, d'autres civilisations, d'autres cultures, je me rends compte que ma culture est très très belle, mais bon, il y a encore beaucoup de... il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Vous dites, j'espère choquer les Marocains et les Occidentaux, les deux en même temps. Or, parfois, quand vous présentez votre travail, les Occidentaux, notamment les critiques, disent que vous avez un travail qui est pessimiste, alors que les Marocains rient de vous. Dans votre famille, on rit de ce que vous faites. Alors qu'on va parcourir votre travail, on l'a déjà vu, et quand même, c'est pesant parfois. C'est vrai que par rapport, par exemple, que ce soit la salle de classe que vous avez évoquée ou d'autres séries, quand je présente mon travail ici en France, les gens... Ce qu'on voit actuellement, c'est version soft. Hein. On parlera de l'origine de ce travail dans une seconde. Ouais. Mais, donc continuez. Donc, par exemple, la salle de classe ou les autres versions, oui, en tout cas par rapport à la salle de classe, quand je montre ce travail au Maroc, je ne l'ai jamais exposé parce que, bon, ce n'est pas un travail qui intéresse les gens là-bas, sur place. Mais quand je le montre à ma famille ou autour de moi, les gens rigolent parce qu'ils disent, mais celui-là, il est fou, il met ses élèves dans des situations complètement absurdes, donc ça part plus vers la rigolade. Mais quand je le montre ici, tout de suite, en tout cas les Français disent, mais il y a un sentiment d'enfermement, il y a quelque chose de très très dense, il y a même des gens qui me disent, mais t'as pas le droit de faire souffrir tes élèves, alors que je ne les fais pas souffrir. Ils posent pour moi maintenant, ce que dégage la photo, c'est autre chose. Ouais. C'est vrai qu'il est perçu on vient de voir une série version soft 2003. Vous avez été exposé largement par la Galerie Vue, que l'on salue ici. Hein. Cette version soft, c'est-à-dire ces autoportraits, sinon mutilés, du moins douloureux, enfin apparemment douloureux. Pourquoi est-ce que vous avez, alors que là, pour le coup, vous étiez en Belgique, et l'idée initiale, c'était de demander à des photographes belges de vous photographier. Pourquoi ont-ils refusé? En fait, en 2003, un galeriste à Bruxelles m'a invité pour photographier la ville de Bruxelles. Je lui ai dit, écoutez, moi, je m'intéresse beaucoup à ma société, mais photographier la ville de Bruxelles, ça ne m'intéresse pas. Alors, si vous m'invitez, c'est peut-être pour faire un travail que je ne peux pas faire dans mon propre pays. Un travail, voilà,
voilà, que je peux pas réaliser dans mon pays pour une raison ou une autre. Voilà, donc j'étais à la recherche de la liberté. Donc j'avais fait un petit texte pour expliquer à quelques photographes mon projet. Et il se trouve qu'ils ont tous refusé de collaborer avec moi parce que le titre leur a fait peur. Parce qu'il était question d'islam. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, ici il y a beaucoup d'associations. Quel était le titre? Le titre, c'était tout simplement Un musulman à Bruxelles. Ah oui. Bah, ouais, voilà. C'est pas... Oui, mais vu l'actualité, à l'époque, c'était en 2003 et tout ça, ils m'ont dit non, on ne veut pas du tout se mouiller dans ce projet. Et du coup, je me suis retrouvé seul à Bruxelles en décembre. Et donc, voilà. et donc, vous vous êtes arrangé le portrait. Enfin, voilà. J'ai eu l'idée de retourner l'appareil. Pourquoi dites-vous que ce qui vous intéresse, par exemple, on pourrait se dire, vous allez à Bruxelles, donc vous allez photographier ou peindre la ville. Pourquoi dites-vous que seul ce qui vous intéresse, c'est l'intérieur? Oui, parce que je vis toujours chez moi, enfermé chez moi. Quand j'étais prof à Marrakech, je travaillais 4 heures par jour. Donc, je passais 4 heures dans une salle de classe et 20 heures chez moi. J'ai toujours refusé de sortir, j'ai toujours refusé d'avoir même des relations, on va dire, de sociabilité avec les gens. Enfin, j'ai le strict minimum, mais ça s'arrête là. Vous êtes à ce point asocial? Oui, tout à fait. J'ai même du mal à gérer un rapport avec l'autre. Donc je préfère plutôt m'enfermer chez moi et créer. Vous dites je suis un égoïste total. Je ne sais pas si je suis égoïste, mais en tout cas, dans mon travail, je parle de moi. Je parle de ce que je ressens, je parle de mon vécu, je parle de mon pays, je parle de ce qui me concerne personnellement. C'est-à-dire que le monde dans lequel je vis, il est là, il existe. C'est vrai qu'il y a des choses qui m'arrivent de ce monde, puisque je ne vais pas vers ce monde. Il vient vers moi, par la télé ou les journaux. Voilà. Donc, vous subissez plus que vous n'avez envie d'y participer, quoi. Je subis, mais je transforme. En tant qu'artiste, j'essaie d'interpréter ce que je reçois du monde extérieur. Vous avez fait des études à Strasbourg, vous avez été reçu au Fresnoy, vous avez travaillé à Bruxelles, dans les conditions que vous venez de décrire. En France aussi, vous avez travaillé, et c'est un travail qui a donné ceci, ça s'appelle Ces 30 familles, c'est un travail en 2005. Quelle était la proposition que vous avez faite à ces familles que vous avez photographiées, ou à ces individus, hein? La plupart du temps, ce sont des individus. Quelle était la proposition de base? Vous ne les connaissiez pas? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais rencontré un monsieur, Gilles Zapfel, qui est décédé, qui était à la tête d'une petite institution qui s'appelle l'Atelier du Plateau, ouais. À ne pas confondre avec le Plateau. Donc il m'a dit, j'aime bien votre travail et voilà, j'aimerais bien collaborer avec vous, comment et tout. Je dis, ben, dans ce cas, est-ce que vous pouvez me trouver des modèles? Parce que comme je n'ai pas beaucoup de rapport avec les gens. Et tous ces gens sont d'accord pour se faire, j'allais dire, estropier. Alors, on voit, bon, là, par exemple, cet homme avec 2 gamelles, 2 bidons de lait. Est-ce que tout le monde a joué le jeu? Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça qui est curieux. C'est un monsieur qui connaissait beaucoup de monde, donc et qui aimait beaucoup mon travail. Et il a appelé ces gens-là, il leur a dit, écoutez, un artiste qui vient du Maroc, il est photographe, il travaille comme un metteur en scène. Est-ce que ça vous intéresse qu'il vous prend en photo chez vous, dans votre intérieur? Voilà, donc ils ont tous accepté. Et donc quand j'arrive avec lui chez ses familles, ben, il me présente une deuxième fois. Il part, il me laisse face à des inconnus. Et à partir de là, j'essaie de construire avec ce qui se trouve sur place. Voulez-vous crier, s'il vous plaît? Autre facette de votre travail. Là, on était sur la photo. Désormais, on est sur de la vidéo. C'est ce que vous faites au Fresnoy. Autrement dit, vous dites et vous-même, vous mettez en scène, vous dites à des gens, criez, extrait de ce que ça donne. Regardez. Extrait d'une vidéo de travail, mais quelle est cette idée de... Surtout le côté, le crâne, encore le crâne qui explose, hein, ouais. et qui explose parce que la technique
permet de l'exploser en fonction de l'intensité du bruit. Exactement, c'est le bruit qui fait que l'image explose. L'idée, c'est une vidéo interactive, hein. Donc les gens rentrent dans une pièce sombre, il n'y a rien, il y a juste un petit tabouret. Et donc l'idée, c'est de crier. Donc dès eux, ils savent rien, ils savent tout simplement au départ qu'ils vont crier. Donc dès qu'ils s'installent sur un fauteuil, ils voient apparaître des fragments d'images. Ils ne savent pas ce que c'est, et donc la consigne, c'est de crier très fort. Donc quand ils crient, ce qui se passe, c'est que les fragments s'assemblent et ils découvrent leur propre visage en train de crier comme devant un miroir. Et dès qu'ils arrêtent de crier, à l'instant même où ils arrêtent de crier, tout vole en éclats. Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie? On dit qu'il y a beaucoup d'humour dans mon travail. Voilà, donc... Ça vous rassure? Ça vous rassure? Il faut bien. Hein. je voudrais vous faire écouter et voir un extrait d'émission. C'était le 3 octobre dernier. On recevait Philippe Ramy. Philippe Ramy est atteint de la maladie des os de verre. Il est poète, il publie chez Chêne Éditeur. Et voici ce qu'il nous disait de l'écriture. Je suis né avec cette maladie qui me rend extrêmement fragile. Et la littérature, enfin les mots, ça a été... j'ai pas pu aller jouer comme les autres gosses à crapahuter dans la forêt ou autre. Donc très jeune, alors que j'étais alité, sanglé sur un lit, sous un casque, souvent, pas seulement sous un chapeau, j'ai saisi ce que j'avais à portée de main, savoir les mots, pour d'abord essayer de faire de mon corps quelque chose de plus présentable, dans l'espoir de combler la peur de ne pas être aimé, de ne pas être acceptable. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me balader autour de moi avec ce langage, à me faire des corps de substitution. Et puis assez rapidement est venue aussi l'impression que le récit ne suffisait pas et que le langage parle lui-même. Et donc je me suis dit, je tends l'oreille dans les trous béants où il y a de la douleur, et j'essaye d'écouter ce qui se passe. Vous êtes à l'écoute du malaise social. Est-ce que vous avez, vous aussi, besoin d'un corps de substitution, comme le dit Philippe Ramy? Non, mais j'ai besoin de rien, si vous voulez. Bon, voilà, il se trouve que je suis né quelque part, hein, dans un pays que je n'ai pas choisi forcément, mais qui est très beau et que j'assume, il n'y a pas de souci. Donc j'ai besoin de rien, j'ai juste envie d'être tranquille et de travailler tranquillement. Non. Je voulais vous lire un petit extrait. Lettre du Maroc, aux éditions du Cygne, avec notamment, et c'est un clin d'œil, ça n'a rien à voir avec vous, c'est le manuscrit d'Hicham, Destinée marocaine, Youssef Gebri. Les éditions du Cygne parlent du Maroc et font parler de jeunes auteurs marocains. Et Youssef Gebri écrit par exemple ceci. Au Maroc, nous sommes les champions du monde, non pas au football, dommage d'ailleurs, mais dans un sport ancien, celui du silence. Les règles du jeu, au nombre de 2, sont simples. Primo, il ne faut rien dire, ne rien faire qui puisse altérer l'immuable. Secondo, tous les adultes se réfutent. Plus hypnotique qu'un mélange de flag spécial et de kmaya, ma vie défile, file, et avec le temps se résume de plus en plus à un état de cafard permanent. Situation étouffante, il faut que je la raconte. Pour narrer mes histoires, un mixte d'anecdotes, de contes et de fables, je m'attable pour coudre d'une réalité, découdre d'un état de fait. Et le narrateur décide de traverser à la nage le détroit de Gibraltar et explique sa fascination pour l'Occident par cette pesanteur qui est autour de lui. Est-ce que ces quelques lignes font écho chez vous? En tout cas, par rapport là à la traversée de la Méditerranée et même de l'Atlantique, puisqu'il y a des Marocains qui traversent par le sud du Maroc, hein, vers les îles Canaries, tout ça. Moi, si j'avais les moyens, j'aurais demandé à tous les Africains de venir en Occident pour voir ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes ici. L'Occident n'est pas d'accord, hein? Oui. Enfin, une partie de l'Occident n'est pas d'accord. Oui, mais je veux dire, ce qui se passe ici n'est pas forcément intéressant. Je veux dire, on a envie de voir de l'autre côté. On pense que de l'autre côté, c'est le paradis. Mais une fois qu'on y est, eh ben, on se confronte à beaucoup de difficultés. Et des fois,
Et des fois, on revient au pays, sauf qu'eux, ils le font au détriment de leur vie. Déranger mais utilement, c'est ce que vous dites. Pourquoi voulez-vous déranger mais utilement? Je ne sais pas si je... Enfin, c'est vrai que je dérange, c'est vrai que je provoque, mais pour moi, c'est une urgence. Donc j'essaie, c'est vital pour moi de le faire. Hein. Je le fais. Après, est-ce qu'il a un écho ou pas? Et est-ce que c'est utile ou pas? Ça, je ne peux pas vous le dire. Merci Hicham Bennoud. On termine cette émission comme d'habitude avec de la musique. Je vous propose de la danse urbaine, c'est Pas de quartier, c'est une révélation du Festival d'Avignon en 2007 et Pas de quartier nous raconte la danse hip-hop issue d'une multitude et nourrie d'une multitude d'influences. Vive le métissage, on les écoute avec Youssef à la danse et Blade au chant. Musique. Vous avez avorté nos espoirs comme on arrache les ailes des mouches. Mais c'est sans rancune que j'extirpe les mots de ma bouche. Un peu, beaucoup, à la folie, coup pour coup. Le moral en demi-teinte, la terre tremble ici-bas et chacun recherche son pouls et moi, j'attends. J'attends la communion de nos regards, mais nos rétines aiment les étoiles. Quand les vôtres sont derrière des remparts. N'ayez crainte. Nous venons à vous les mains pleines de ceux qu'on a au cœur et je pleure des caresses douces comme l'envol des papillons pour sécher vos peurs. De derrière l'horizon, nous sommes couleur arc-en-ciel, venus dans des cales en cargaison, des galères au pluriel, devenues singulières, car nos destinées ont toutes convergé en ces chemins minés où l'on côtoie la détresse des affamés. J'ai crié, ma prudence dans ces brumes si denses. Accordez-moi cette danse sur les échos de vos silences. Mais qui se soucie de ces silex qu'on nous balance sans prétexte? Mauvais œil. Né ici, mais pour les autres, la terre d'accueil est devenue d'écueil. Dehors, il ne fait pas bon, Élodie, car chacun de nos pas peuvent être des clous de cercueil. Des tronçonneuses pour des fleurs d'innocence, c'est avec ça qu'ils nous cueillent. Des tronçonneuses pour des fleurs d'innocence, c'est avec ça qu'ils nous cueillent. Mais nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Et couleur arc-en-ciel. Accordez-moi cette danse sur les échos de vos silences. Nous sommes couleur arc-en-ciel. Bien nommé, pas de quartier. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, au Maroc non plus, même si on n'y exécute plus. Il y a surpopulation dans les prisons françaises. Et puis tiens, à propos du Maroc,
Coup de chapeau à ACR Éditions, c'est un éditeur marocain installé en France avec costume berbère du Maroc, décor traditionnel signé par Marie-Rose Rabaté et Frida Sorbert, culture traditionnelle au Maroc. La semaine prochaine, on reçoit Doudou Diène, il est sénégalais, il est notamment à l'ONU en charge des questions de racisme. Bonsoir, bonne nuit. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.